étonnantes petites îles surgies du blanc, comme flottant dans le ciel. Voilà l'un des déserts les plus incroyables de la planète. Et pourtant, sur ces toutes petites îles que l'on voit au milieu de cette étendue blanche, où je vais retrouver Patrick Blanc, là aussi, la vie y a trouvé refuge, sous les formes les plus extravagantes ou les plus surprenantes, en tout cas en ayant développé des stratégies d'adaptation à cette sécheresse et à ces grands écarts de température, car la nuit peut faire jusqu'à -10, -15 et le jour jusqu'à +20, +30. Bon, tu vas juste m'aider à dégonfler la montgolfière, Patrick? Ouais, attends. Voilà, dès que tu peux, Voilà. t'as qu'à poser ton sac. Voilà, je te retiens le... Voilà, on va poser le ballon comme ça. Ok. Voilà. C'est bon? Eh bon. Comme tous les îlots émergents du Salar, Isla del Pescado a une base constituée de roches volcaniques. Sur la lave se sont déposées en couches successives des algues vertes filamenteuses et des sédiments lorsque cette immense cuvette était noyée sous des dizaines de mètres d'eau. Cet amalgame a permis à la végétation de se développer. Attention parce qu'il y a des tout petits. Oui. On voit à peine et je suppose que les aiguilles doivent être capables oui. de te transpercer une semelle de chaussure. Sans aucun problème. Oui, Hein? oui, oui. En fait, les cactus, c'est quoi? Ce sont des plantes qui ont évolué tout simplement pour s'adapter à la sécheresse, quoi. Oui, il semble en fait que les cactus les plus primitifs à l'origine soient plutôt des plantes forestières puisqu'ils ont des feuilles. Ouais. Les cactus primitifs ont des feuilles. Et petit à petit, après, ils ont évolué dans des forêts de plus en plus sèches, vraisemblablement, pour arriver dans des endroits comme ici, où non seulement c'est sec, mais tu n'as même plus de sol. Hein. Oui, mais enfin, c'est quand même des plantes qui ont abandonné les formes habituelles du végétal Voilà. pour adopter des formes quelquefois plus proches du minéral. Hein. Voilà, ils ont donc perdu leurs feuilles au fil de l'évolution. En revanche, la tige, elle, c'est elle qui est devenue chlorophyllène, c'est-à-dire que donc là, les tiges sont vertes, la photosynthèse se fait dans les tiges. Il n'y a plus de feuilles, donc ça réduit la transpiration. Et cette forme très très cylindrique, évidemment, elle aussi contribue à réduire la transpiration. La forme cylindrique, c'est la tige qui est devenue, Voilà. en fait, c'est ce qu'on appelle une plante succulente. Voilà. C'est-à-dire qui fait de la rétention d'eau. Voilà, exactement. Et ça lui permet de tenir de longues périodes de sécheresse. Voilà, mais ce qu'il y a en fait quand tu vois là comme on voit au sol les vieux qui sont morts, en fait ça n'est pas que de l'eau, hein, le cactus, il se tient droit aussi grâce à du bois. On voit très très bien ce bois qui est très très ajouré et qui donc, tu vois ces deux phénomènes, la succulence liée à l'eau et le bois qui maintiennent le cactus droit. Et alors les épines, ce sont des feuilles quand même, les épines? Non. Non, pas vraiment. Les épines, enfin, les botanistes sont toujours pas d'accord, mais tu vois, quand on voit très bien, à chaque fois, tu as une zone qui est ce qu'on appelle l'aréole. Ouais. Donc, tu vois, un petit rond avec des petits poils blancs. Et là, tu as donc, on pense qu'à l'origine, il y avait une feuille, comme on retrouve chez certains cactus primitifs. Mais là, donc, toutes ces épines, on pense que c'est lié plutôt à des rameaux courts, modifiés, et donc, non pas du tout à des feuilles. D'accord. Enfin, ça a au moins une double avantage par rapport aux conditions dans lesquelles les cactus s'épanouissent, c'est qu'effectivement, par rapport à l'installation, ça offre une surface minimum. Extrêmement réduite. Et contre Voilà. certains prédateurs, Évidemment. c'est quand même particulièrement efficace. Évidemment, évidemment, non, c'est très, très, très bien adapté à ces milieux secs. Hop là. On a une idée de la rapidité de la croissance des cactus. Bah écoute, ça c'est quelque chose
qui est extrêmement variable. En fait, en gros, un cactus pousse s'il a de l'eau, et s'il n'a pas de l'eau, il ne pousse pas, ou il pousse quasiment pas. Ça se met de quelques Ça peut aller millimètres. d'1 cm par an À 10, 15, voire plus. Ouais. Donc tu vois, c'est très dur de donner un âge parce qu'on dit toujours beaucoup de bêtises sur les âges tant qu'on n'a pas vraiment des mesures très exactes en faisant des carottages pour voir les accroissements. Et là, il n'y a pas d'accroissement chez les cactus. Oui, tu n'as pas de cercle concentrique Voilà. comme chez les arbres, par Voilà. exemple, qui permettent de connaître leur âge. Alors, ce qu'on sait, c'est qu'en culture, on a des cactus qui vivent jusqu'à 250 ans Oui. et que par analogie ou comparaison, on pense que certains cactus ont plusieurs millénaires. Hein. Oui, on pense, mais bon, je dis, on manque encore. Autant pour beaucoup d'arbres, on a des mesures précises. Bon, là, il faut passer plutôt à des choses du type carbone 14 pour dater, parce que la chronologie classique ne marche pas. Alors, il y a quand même quelque chose qui m'intrigue, c'est qu'on se balade là, On mais prend ton souffle. Hein. ben oui, on est quand même assez haut, hein. On est encore à 3008. Quand même, oui. Donc, ce qu'il y a, c'est que tu Tu remarques. vas me faire un édème pulmonaire. Non. Tu vois ce grand cactus qui est, je pense, un échinopsis. Mais en fait, il y a quelque chose qui me trouve, c'est que normalement, les échinopsis, ils ont des épines qui sont tout à fait régulières. Or, qu'est-ce que tu vois là? C'est qu'au bout de 2 à 3 mètres de hauteur, le cactus se métamorphose. C'est-à-dire que tu vois que les épines sont de plus en plus courtes, les poils blancs de plus en plus longs et de plus en plus nombreux. Et en fait, les fleurs n'apparaissent que justement dans ces zones qui sont toutes blanches. J'appelle ça des Et ça fait pseudocéphaliums. une floraison annuelle? Ça fleurit, oui, apparemment c'était en fleurs il y a 3-4 mois, ils sont tous en fruits et donc les fruits s'ouvrent maintenant, tu vois très bien, s'ouvrent en 3 ou 4 valves et tu as la pulpe blanche et les graines noires et c'est les oiseaux qui viennent piocher ça, qui se nourrir et qui, bien sûr, dans les déjections, sèment les graines. Nicolas, tu vois, il y a d'une part, bon, les épines de cactus qui blessent de façon mécanique, mais alors là, il y a une plante qui est presque pire, elle est merveilleuse, hein, regarde. Ça, Oui. c'est une... Tache de couleur. Voilà, On l'unique apprécie. tache de couleur, c'est une loasacée, c'est-à-dire c'est une famille essentiellement des Andes, mais alors qui est absolument terrible parce que tu vois, partout, que ce soit sur les feuilles, sur les tiges et même sur les pétales, tu as des petits poils et ces petits poils sont des poils urticants, mais bien pire que les orties, c'est-à-dire que le poil te rentre dans la peau, ça se casse et tu as toute la substance qui est très... mal. ça fait extrêmement mal. Non mais quelqu'un d'allergique, ça peut être très grave. Mais donc c'est comme des plantes extraordinaires, toujours des très belles fleurs et tu les trouves depuis, en gros, depuis le Venezuela jusqu'au Chili. C'est pas Incroyable, un bouquet de fleurs en plein désert. Ouais. Dans l'environnement hostile des déserts d'altitude, la vie s'est installée malgré tout. Ce qui fascine les scientifiques, c'est moins de trouver des plantes capables de vivre sous ces climats et dans ces conditions d'aridité, de salinité des sols et de température polaire, que de constater qu'elles se développent à une telle altitude. Partout ailleurs dans le monde, en zone tropicale, que ce soit en Afrique ou en Asie, ce genre de végétation n'existe plus passé 3500 ou 3800 mètres. Dans les Andes, les polylépices, de petits arbres aux feuilles charnues et persistantes, se sont parfaitement acclimatés. On en trouve même jusqu'à 5000 mètres. La faune aussi a colonisé ces îlots d'un autre monde. Comment ce viscachas, lapin kangourou, est-il arrivé jusque-là? Ailleurs, sur les rives du Salar, sa peau risquerait d'être mise à prix comme celle des vigognes, dont il ne reste plus qu'une trentaine de milliers de spécimens dans les Andes. Le volcan du Licancabour, but ultime de cette longue marche, n'est plus très loin. Si pour l'équipe d'Ushuaïa Nature, le rythme de la caravane est la meilleure manière de s'adapter à la très haute altitude, dans bien d'autres zones arides du monde, le nomadisme est la seule solution pour gérer les maigres ressources offertes par les déserts. C'est aussi vrai au Kazakhstan, où d'autres hommes en marge de la modernité perpétuent leur tradition nomade. Қолда жоқтың қиыны Остараның дүзіндей
шырайланғанды Kazakh, en turco-mongol, signifie l'homme de l'errance. Descendant d'une peuplade qui fit parler d'elle en accompagnant Gengis Khan dans ses conquêtes, une cinquantaine d'ailiers kazakhs entretient aujourd'hui une tradition que les joues successives des Chinois et des Soviétiques avaient tenté d'éteindre. L'histoire des Kazakhs est encore bien plus lointaine, puisque ces fiers cavaliers sont issus en droite lignée des féroces guerriers Xiongnu qui vivaient 3 siècles avant Jésus-Christ. L'aigle, dit-on, a ses ailes, le Kazakh a son cheval. Dans ces steppes immenses, l'enfant apprend à chevaucher en même temps qu'à marcher. Incontestablement, le sang de leurs ancêtres mongols coule encore dans leurs veines. L'habitat traditionnel est la yourte, une tente ronde de 6 mètres de diamètre, sans amarre, mais capable de résister aux vents les plus violents. Il faut environ 2 heures pour la monter. On place tout d'abord plusieurs épaisseurs de tapis sur le sol. Puis le kana, un treillage circulaire en bois de saule pour l'armature de la paroi. Vient ensuite une couronne faîtière maintenue par des cordelettes et ouverte en son sommet pour évacuer la fumée, mais aussi pour recevoir l'air et la lumière. Le tout est recouvert à l'extérieur de plusieurs épaisseurs de feutre, dont la dernière, enduite de graisse, assure l'étanchéité. Une yourte pèse environ 200 kg, dont 150 pour le seul feutre. Une des dernières pièces à ajouter à cet édifice à la fois robuste et léger, la porte, qui ouvre toujours au sud pour souhaiter du bonheur aux visiteurs qui la franchissent. L'aigle royal, avec ses 2,30 mètres d'envergure, est le roi des oiseaux. Rapace intelligent, il est malgré son aspect impressionnant un animal émotif, anxieux et particulièrement sensible à l'affection de celui qui l'a dressé. L'aigle est plus efficace que le meilleur fusil. Il est un missile qui détecte sa cible du haut des airs et s'abat sur elle à plus de 200 km/h. Tel chasseur, tel aigle, dit un proverbe kazakh. L'association est redoutable d'efficacité. Mais il ne faut pas s'y tromper, il y a danger si vous approchez de ce Seigneur du ciel sans avoir été présenté. Le soir sous la yourte, après le repas fait d'un pilaf de mouton assaisonné de piment rouge, la dombra, une guitare à 2 cordes, accompagne les chants célébrant les événements de la vie des Kazakhs.
Au bord de la falaise, le Kazakh enlève le tomaga, un chaperon de cuir empêchant l'aigle de voir lors de la chevauchée. Campé sur les pégants qui protègent la main et l'avant-bras des redoutables cerfs, l'aigle royal attend l'ordre pour prendre son envol. Dans la nature, l'aigle chasse les animaux malades ou affaiblis, lièvres, bouquetins, renards, loups et petites antilopes. En s'associant à l'homme, il assure sa nourriture et laisse à son dresseur les fourrures de ses proies. L'aigle parfois manque sa cible. Au sol, handicapé par ses immenses ailes, il préfère renoncer. Au bout de quelques années, les chasseurs relâcheront leurs rapaces. Les grands oiseaux reprendront naturellement leurs habitudes de prédateurs impitoyables, mais alors pour leur propre compte. L'aigle a été et reste l'emblème de nombreux empires et nations. Le flamant rose de la Laguna Colorada aurait pu être celui de la Bolivie. Quand tu les vois voler comme ça, au ras de l'eau, avec l'effet miroir, en fait, ça équivaut à regarder une colonie de flamands à l'altitude de l'aiguille du Midi au-dessus de Chamonix, parce que on a tendance à l'oublier, parce qu'avec le ciel bleu, on a l'impression qu'on est dans un climat... On est à 4200 mètres d'altitude, et la température en témoigne d'ailleurs. L'eau derrière, qui est de l'eau douce, l'eau thermale, elle est gelée. Évidemment, l'eau qui est excessivement saline, elle, ne gèle pas. Incroyable de voir combien ces animaux se sont parfaitement adaptés à ce milieu-là. Et Fabiola me disait que l'adaptation de leur métabolisme à l'altitude démarre déjà au stade embryonnaire par un système assez sophistiqué. La coquille d'œuf permet à la fois à l'air de rentrer à l'intérieur tout en évitant de perdre des calories, en faisant en sorte que quand l'oisillon doit casser la coquille, il soit aussi bien adapté à l'altitude que les flamands adultes. Il y a 6 espèces de flamands au monde, et très curieusement, on trouve 3 espèces, ce qui est énorme, de flamands dans les Andes. Il y a 2 espèces assez communes, qui est le flamand des Andes, justement, et le flamand chilien. Et une espèce beaucoup plus rare, qui est le flamand de James, qui est endémique, c'est-à-dire propre à cette micro-région, qui ici est assez prolifique. Seulement dans très peu de lacs. Voilà. Ce qui est remarquable, c'est qu'au point de vue nourriture, finalement, ils se partagent vraiment 2 niches écologiques. C'est-à-dire que le flamand du Chili, qui est proche de celui de chez nous, lui, il se nourrit de la même façon. C'est-à-dire qu'il ramasse essentiellement les crustacés qui sont dans la vase, alors que les 2 autres, celui des Andes et celui de James, eux, se nourrissent de diatomées, c'est-à-dire de ces fameuses algues unicellulaires. Elles sont minuscules, elles font à peu près 60 microns, ils ont 60 millièmes de millimètre, donc il faut qu'ils en consomment des quantités énormes. Et donc, ce qui est remarquable, c'est qu'il y en a un qui mange des animaux qui ont eux-mêmes mangé des algues, et les autres qui mangent directement les algues. Tu veux dire qu'il y en a un qui est végétarien, oui, et l'autre qui est carnivore. Voilà, ça c'est incroyable. Tout à fait. Et alors ce qui est marrant, c'est de voir la morphologie et l'anatomie de ces oiseaux qui est absolument adaptée à leur type de nourriture et à leur mode de nourriture, parce qu'on voit bien, il suffit de regarder ceux qu'on a devant ou ceux qu'on a derrière, ils fouillent la vase, la tête en bas, et de fait, la mandibule inférieure est plus longue que la mandibule supérieure, alors que chez les autres oiseaux, c'est exactement l'inverse. Et ils ont une langue qui était aussi un organe très spécialisé, parce que cette langue fait office de pompe, puis de filtre. On n'a pas l'air de trop les déranger. Non. Ils n'ont pas vraiment l'air de prédateurs. De toute façon, ils n'ont pas de prédateurs ici, je crois.
Absence de prédateurs et nourriture en quantité, les flamands prolifèrent. Ils passent leur temps à voler d'un bout à l'autre du lac et peuvent envisager leur vie en rose. Patrick Blanc et Nicolas ont effectué quelques prélèvements dans la lagune. L'observation au microscope expliquera pourquoi les Grecs appelaient les flamands l'oiseau à l'aile de flamme. Remonter avec les pots de confiture. tu vas voir la gelée qu'il y a dedans. En plus, c'est marrant parce qu'en transparence, on retrouve bien la coloration. Ah, tout à fait fidèle. Ah oui, oui. C'est tellement dense les algues à l'intérieur. J'allume D'accord. tout. Et on va nous montrer que contrairement aux apparences, Voilà. c'est la grouille de vie. Ah oui, oui, oui. Hein, et c'est intéressant de voir de temps en temps que ce qui n'est pas visible à l'œil nu, pour autant, n'est pas insignifiant Voilà. parce que c'est le début d'une chaîne alimentaire. Tout à fait. Alors là, je crois que le mieux, c'est quand même qu'on commence par ce fameux jus orange qui caractérise la Laguna Colorada. Alors le mieux, on va regarder tout de suite au microscope les fameuses petites dunalielles-là. Ce sont des algues unicellulaires. Hein. Ce sont des algues unicellulaires, que tu vas le voir. Pour essayer de situer les choses, mais dans la pyramide du complexe, on est vraiment en bas de l'échelle, quoi. Ah oui, mais oui. ce sont des plantes à part entière. Ah, totalement, Qui, totalement. comme les plantes supérieures, font la Bien photosynthèse, sûr. donc participent à pourvoir l'atmosphère d'oxygène. Bien sûr. Parce que ce qu'il faut expliquer, ce qui fait la spécificité des plantes, c'est qu'elles sont capables, à partir de substances minérales, de fabriquer par la photosynthèse leur propre Bien substance sûr. organique. Ça, c'est un des miracles pour moi de la vie, parce que c'est une passerelle Oui, bien entre sûr. le règne minéral et le règne végétal. sûr. C'est qu'à partir d'éléments inertes, on fabrique la vie. Et alors que les animaux, eux, il faut qu'ils aillent Ouais, se c'est nourrir, secondaire, bien parce qu'ils ne sûr. peuvent pas se fabriquer leur propre Bien sûr. nourriture. Bien sûr. Alors, voilà. Bon, bah écoute, regarde. Là, tu vois très très bien. Regarde là, on voit très très bien cette forme donc ovale allongée. Ouais. Tu vois des halos verts qui correspondent à l'unique chloroplaste qui entoure complètement la cellule. Et à l'intérieur, tu vois tous ces petits globules qu'on voit très très Ouais. bien orange vif, ces globules de carotène que contient l'algue. Et donc, ils sont mangés après par les petits crustacés, pas par les flamants roses. Hein. D'accord. Mais alors, ce qu'il y a d'intéressant aussi, on va regarder dans ce bocal-là, c'est donc les autres algues qui n'ont rien à voir, ce sont donc les fameuses diatomées. Alors, il faut savoir que c'est là qui était totalement inconnu jusqu'à ce que Simone Servant, il y a une quinzaine d'années, les explore tous. Elle a mis en évidence qu'il y avait en fait à peu près 300 espèces de diatomées qui donc Propre à la région. propre à la région. Alors, je voudrais te montrer comme celle qui sert essentiellement de nourriture à nos deux chers flamands roses, c'est-à-dire le flamand des Andes et le flamand de James. C'en est une autre qui a un très joli nom aussi, c'est Sourirella, qui est très ovale. Tiens, voilà, on regarde une. Là, tu vois très très bien, tu vois cette forme ovale avec le squelette. Alors, elle est plus grande que les autres, tu vois. C'est Elle ça fait- dont se délectent nos flamands. Voilà, elle fait à peu près 60 microns, 60 millièmes de millimètre, et c'est ça qui sert de nourriture aux flamands roses. C'est donc en fixant et en convertissant en rose orangé les pigments de carotène contenus dans leur nourriture que ces javelots ailés se parent de leur sublime couleur. La Laguna Colorada semble ainsi colorier de rose pastel tout ce qu'elle touche. Loin derrière la chaîne montagneuse qui barre à l'ouest l'étrange lagune, la caravane d'Ushuaia Nature, sur l'altiplano chilien, au milieu des geysers d'El Tacio, est sur le point d'atteindre son but. Dans cet espace minéral, partout la terre éructe et crache des flots de vapeur sulfureuse à intervalles réguliers. Partout, l'eau brûlante jaillit des fissures de la roche. Il faut être attentif à l'endroit où l'on pose les pieds et prendre garde aux sautes de vent parfois violentes qui rabattent brutalement le jet de vapeur dans la mauvaise direction.
Réglés comme des métronomes, les geysers se tairont les uns après les autres, après quelques dizaines de minutes d'intense activité, jusqu'à ce que la bouilloire souterraine réactive le phénomène. On voit le système de la fontaine chaude du désert. Les eaux de pluie s'infiltrent, la fonte des neiges s'infiltre. Elles arrivent au contact de roches qui sont très chaudes, l'eau se dilate. Il manque de place, donc à ce moment-là, en fonction de la pression, elle remonte en altitude. Moi, j'ai jamais vu un geyser si grand comme celui-ci dans toutes les salles, tu sais. Oui, mais c'est sans doute le désert qui comporte le plus de geysers, cette région du Chili. Et c'est certainement la zone de geyser la plus importante dans les Andes. Si les geysers ajoutent au paradoxe du désert d'Atacama, l'un des plus secs de la Terre, le Sahara, la zone désertique la plus étendue de la planète, cache ses eaux sous le sable. Éparpillés dans les sables du Mali, du Niger, d'Algérie et de Libye, les Touaregs forment un peuple à la culture riche et vivace. Le Sahara est pour eux un refuge. Ils ont les savoir-faire leur permettant de vivre dans cet univers hostile aux hommes. Symbolique de la pensée touareg, la maison en dur est pour eux le tombeau des vivants. Alors ils se déplacent au gré des points d'eau, avec femmes, enfants, tentes, ustensiles de cuisine, sans oublier leur unique richesse à quatre pattes, les chèvres et les dromadaires, que tout le monde appelle ici chameaux. Tous les Touaregs parlent tamashek et ont la même écriture, le tifinagh. Ainsi, lorsque leurs routes se croisent, ils communiquent d'où qu'ils viennent, de Gao ou de Tombouctou, du Hogar ou du fin fond du Niger. Saint-Exupéry écrivait « Ce qui embellit le désert, c'est qu'il cache un puits quelque part. » Les points d'eau naturels sont rares, mais tous sont connus des Touaregs. Le premier travail des femmes accompagnées par les enfants est de s'approvisionner en eau douteuse, mais infiniment précieuse. Désert et nomadisme forcent les enfants à se prendre très tôt en charge, à appréhender leur environnement ingrat et à s'occuper des chèvres comme de leurs cadets. Après l'eau, la préoccupation majeure des nomades est de trouver la nourriture pour les bêtes, sachant qu'une terre riche signifie ici au Sahara des touffes clairsemées d'herbes rêches pour les chèvres et quelques épineux rabougris pour les chameaux. Depuis 8000 ans, le Sahara n'est plus parsemé de lacs et de pâturages. Les ouragans secs font et défont les dunes, transformant les milliards de grains de silice en superbes drapés aux courbes féminines. Lorsque la tempête s'annonce, il faut rassembler et entraver au plus vite les chameaux pour ne pas les perdre.
Le Touareg n'a rien parce que ses déplacements incessants l'obligent à se charger le moins possible. Des tapis de laine cousue et quelques piquets suffisent à lui faire un toit. Il incombe aux femmes de piler le mil. De toute la journée, à part quelques dattes grignotées, en raison du peu de nourriture disponible, personne ne mange, sauf les très jeunes enfants. Le repas se prend le soir. D'un côté les hommes, de l'autre les femmes. Le plat de base est la boule, une bouillie de mil mélangée à du lait et à des dattes écrasées. Exceptionnellement, un ragoût de légumes et un peu de viande améliorent l'ordinaire. Et toujours la taguela, une galette de blé cuite au dernier moment. Les jeunes chameaux ne pourront boire tous leurs sous à la mamelle. On doit impérativement les éloigner car sinon, le lait, denrée rare et indispensable, ferait défaut aux hommes. Dans le désert, il faut savoir partager. Au lait, les adultes préfèrent le thé brûlant et vert. Ce breuvage a remplacé le café et il est devenu un véritable rite. Qu'importe le flacon. L'épouillage régulier est aussi une habitude, mais surtout une nécessité. Comme pour les chamelons, la consigne est d'empêcher les cabris d'épuiser le lait de leur mère. Les enfants le savent et font eux-mêmes la police. Pour la même raison, quand vient le soir, les chevreaux sont attachés à un fil tendu entre deux acacias. Les Touaregs se retrouvent alors autour du feu traditionnel pour évoquer des histoires de désert ou peut-être celles d'autres Touaregs qui ont tourné le dos au nomadisme, répondant aux sirènes d'une vie à laquelle peu s'adapteront sans y laisser leur âme. Les zones désertiques occupent un tiers de la surface des terres émergées de notre planète. Déserts du Kazakhstan, du Niger, du Chili ou de Bolivie, l'origine de leur formation complexe est chaque fois due à des phénomènes différents liés à leur situation géographique particulière. Mais dans chacun d'eux, des hommes ont toujours su composer et s'adapter pour survivre. Sur l'altiplano bolivien, Nicolas Hulot et le biologiste Patrick Blanc approchent du pied du Licancabour, où ils doivent retrouver l'autre équipe d'Ushuaïa Nature en provenance du désert d'Atacama. Ils vont tenter ensemble l'ascension du volcan pour aller explorer au cours d'une plongée périlleuse le plus haut écosystème aquatique de la planète.
table. Depuis qu'ils sont assis, ils rient, ils parlent ensemble. Et on n'existe plus pour eux. Ils sont à table chez McDo. Et voilà qu'on dépose les plateaux. Ils n'ont plus besoin de nous.